Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode des émissions scintillantes. Je suis vraiment très émue de vous retrouver parce que c'est une émission spéciale. Elle est enregistrée dans le cadre du Podcaston 2026. C'est la 4e édition. Elle rassemble déjà plus de 2500 podcasts issus de 65 pays différents. Le but est de mettre en lumière des associations la même semaine et sensibiliser le public et de faire découvrir des parcours des personnes inspirantes. J'ai l'immense plaisir de recevoir Brooke, atteinte de la maladie des os de verre et qui est d'une force incroyable, et sa maman Sophie Denis, fondatrice et directrice de la publication du journal des bonnes nouvelles. Elle a créé l'association Brooke l'année dernière, dont l'objectif est d'apporter une aide matérielle et psychologique aux personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite et à leurs aidants. Bienvenue les filles dans mon univers féerique et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour. Alors Brooke, raconte-nous ton histoire. Quel âge as-tu ? Moi j'ai 16 ans, 17 ans cet été et je suis atteinte de la maladie des os de verre. Qu'est-ce que c'est que cette maladie pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ? Alors la maladie des os de verre, c'est en fait l'ostéogenèse imparfaite et c'est le fait que le calcium se calcifie mal sur les os. Donc les os sont beaucoup plus fragiles que la normale et ça cause des fractures à répétition, mais les muscles ont été touchés, ça veut dire que je n'ai pas le droit de plâtrer après une fracture. Donc souvent, après une fracture, je dois marcher avec ou je dois faire de la rééducation directement. Et à quel âge as-tu su que tu souffrais de cette pathologie ? Je l'ai su en 2017, j'avais 8 ans. Et en fait, je suis tombée de 30 cm de mon jardin pour aller chercher une glace, pour l'anecdote. Et je me suis cassée tibia, péroné, épaule en même temps. Et on s'est dit que c'était pas vraiment normal, quoi. Donc, on a fait des recherches pendant 8 mois. Et on a fait un peu tous les hôpitaux de la France. Et c'est uniquement après 8 mois, du coup, qu'on a trouvé à Trousseau, à Paris, le diagnostic de l'ostéogenèse imparfaite. Et alors, comment as-tu accueilli cette nouvelle ? C'était un peu un soulagement parce que avant on m'a proposé plein de mauvais diagnostics qui ont été très durs, très très lourds et on savait pas vraiment si on devait y croire ou pas parce que c'était, on voyait plein de docteurs en même temps et personne nous disait la même chose, donc on était vraiment perdus. Et quand on a vraiment su que c'était la maladie des os de verre, c'était un peu un soulagement parce que ce qu'on nous avait annoncé avant était bien pire. Et on m'a dit que je pouvais vivre avec, etc., qu'au début ce sera compliqué, mais qu'il y avait des traitements. Mais les traitements, en revanche, c'est que avant mes 18 ans, parce qu'après 18 ans, il n'y a plus de traitement. À partir de 18 ans, il n'y a plus de traitement proposé ? Oui, à partir de 18 ans, il n'y a plus de traitement, en tout cas quand la croissance est finie, parce que ça n'existe pas encore, la recherche est encore là. Sauf que avant, du coup, je me suis fait des perfusions tous les 6 mois pendant maintenant 8 ans. Et je le fais vraiment jusqu'au bout, parce qu'après, ça n'existe plus, quoi. Et là, c'est d'où l'association pour booster les recherches et que ça aille plus vite. Et alors, aujourd'hui, quels sont tes symptômes ? Quel est ton quotidien ? Comment tu vis avec cette maladie ? Je dirais qu'il y a aucun jour qui se ressemble, parce qu'il y a des jours où je vais avoir mal, il y a des jours où je vais pas avoir mal. Puis j'ai eu beaucoup d'ostéoporose aussi, donc la douleur a vraiment été présente dans mon quotidien. Mais il y a des jours où vraiment je vais pouvoir marcher normalement et d'autres où je vais être clouée au lit parce que je vais pas pouvoir marcher, je vais pas pouvoir bouger et ça on sait pas vraiment pourquoi, quoi. Donc c'est tout le temps faire attention, etc. Sauf que maman j'ai eu de la chance parce que maman elle m'a pas restreint, on va dire. J'ai pu sortir comme tout le monde avec mes copines, j'ai pu aller dans une école normale, j'ai pu aller vraiment où je le souhaitais, toujours en faisant très attention évidemment. Mais je pense que ça m'a permis d'être plus indépendante et plus autonome aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui me donne l'envie d'encore plus marcher. Je me suis inscrite à la salle. Évidemment, je fais attention et il faut pas que j'aille trop vite parce que sinon je peux me faire des fractures de fatigue. C'est un peu un cercle vicieux. Ça veut dire que si j'ai pas le droit d'être immobile pour pas perdre mes muscles, mais j'ai pas le droit de trop forcer pour pas me faire de fracture de fatigue. Donc c'est vraiment une balance, quoi. Et est-ce que tu l'annonces
naturellement à ton entourage, à tes amis, à tes nouvelles amies, à tes nouveaux amis? Est-ce que tu sens que leur regard a changé vis-à-vis de toi? Comment ça se passe au niveau social? Euh, Moi, dehors, je suis souvent en fauteuil parce que du coup, je peux pas marcher souvent, etc. Et souvent, les gens, ils vont venir vers moi et on va parler, etc. Et au bout de 5-10 minutes, on va me demander ce que j'ai. Mais les gens, souvent, ils vont être choqués quand je vais le dire parce que, entre guillemets, ça se voit pas, on va dire. On dirait vraiment que c'est une jambe cassée et rien d'autre. Et surtout que moi, je suis très à l'aise, pardon, avec le sujet et j'ai beaucoup d'autodérision. Donc, je vais jamais être gênée par rapport à ça et je vais toujours en rigoler, on va dire. Donc, c'est pas du tout gênant pour l'autre personne en face. Et moi, je suis super à l'aise avec ça. Donc, quand ça se ressent, pour les gens, ça l'est aussi. Quand l'année dernière, tu as été alitée longtemps parce que tu as eu un problème, comment tu as réussi à garder le cap pour surmonter ça? Quels étaient tes Euh, secrets en fait? C'était pas la première fois déjà que j'avais vécu ça, mais c'était à peu près pareil que la toute première fracture que j'ai eue. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins compliqué quand on était plus petite, parce que quand on est plus petite, on a beaucoup plus d'innocence, on a beaucoup plus de, je sais pas, de la naïveté, et on se dit que c'est une jambe cassée et que ça va aller. Mais là, vu que je connaissais le parcours et je savais ce qui m'attendait, c'était un peu plus compliqué, j'ai trouvé, parce que c'était vraiment 3 mois dans la douleur constante, et je pouvais pas bouger, et même enfin, le monde hospitalier, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Donc, on se sent pas vraiment en sécurité. Mais en fait, une fois que la douleur, elle est passée, on reprend un peu espoir au lendemain, quoi. Parce que quand on n'en voit pas le bout, c'est compliqué. Mais après, j'ai toujours ma famille, j'ai mes amis qui sont super présents et c'est ça qui me fait tenir. Parce que si j'étais toute seule, ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Tu rayonnes la vie, tu rayonnes la joie. Quel est ton moteur? Ma famille. Franchement, ma famille depuis le premier jour parce que ma mère, elle a toujours été super présente pour moi. Elle travaille à la maison. Donc, dès que j'ai été alitée, ça a été la première à être là à 100%. Et vraiment, j'en suis reconnaissante à 1000%. Puis même, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un train de vie normal, on va dire, parce que elle a vraiment fait en sorte que tout se passe au meilleur dans ma vie. Mes sœurs, pardon. Mes sœurs, elles sont toujours là pour me faire rire, me changer les idées. Dès que j'ai quelque chose qui va pas, elles m'emmènent manger, ou alors elles m'importent à manger au lit. Vraiment, elles ont toujours été là pour moi. Mon papa, il habite au Maroc, donc c'est un peu plus compliqué. Mais évidemment, il y a les appels, etc. Loin des yeux, près du cœur, évidemment. Puis quand j'ai des vacances ou que je suis pas alitée, je vais évidemment le voir. Puis j'ai pas pu le voir pendant 6 mois, du coup, quand j'ai été alitée, donc ça a été compliqué. Mais vraiment, ma famille, c'est ce qui me fait tenir tous les jours, hein. Mes grands-mères, évidemment, quand elles m'emmènent manger. Voilà, quoi. Si tu avais un message à partager à des jeunes, à des enfants qui auraient la même maladie que toi ou à des adultes qui vivraient ce genre d'épreuve, quel serait-il? Faut toujours voir le côté positif, mais d'un autre côté, c'est un peu énervant de dire ça, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand il t'arrive quelque chose de vraiment pas bien et qu'on te dit ça, t'as juste envie de dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi et quand est-ce que je vais m'en sortir, quoi. Alors qu'en vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'on peut, moi, j'ai l'impression qu'on peut vraiment tout surmonter et que si on subit quelque chose, c'est qu'on peut le surmonter. Il y a rien qu'on peut pas surmonter. Sinon, on nous l'aurait pas infligé, entre guillemets. Donc, faut vraiment rester positif. Il faut pas rester dans sa bulle et être pessimiste, etc. Ça, c'est vraiment le pire des trucs à faire, même si c'est totalement humain et normal, évidemment, hein. Mais il faut toujours essayer de se changer les idées, d'essayer de trouver un entourage qui te pousse vers le haut. Moi, c'est vraiment mon entourage et ma volonté de vouloir avancer qui me fait avancer, je pense. Parce que si j'étais pessimiste au point... Enfin, il y a des jours où vraiment... j'ai l'impression que ça va pas se finir, etc. Mais je me reprends vite et je me dis que pas du tout. J'ai fait du chemin en 8 ans. En 8 ans, ma vie d'aujourd'hui, elle est pas du tout pareille qu'il y a 8 ans. Et alors, t'envisages ton avenir comment? Est-ce que déjà Euh, tu sais ce que tu veux faire professionnellement? Aujourd'hui, avec l'IA, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on veut faire parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître. Surtout que moi, je voulais travailler dans la finance, mais je me dis qu'aujourd'hui, je sais pas ce qui va être remplacé, ce qui va pas être remplacé. Mais je disais à maman il y a 2 jours que je savais pas si plus tard, enfin si maintenant du coup, je devais choisir un métier en fonction de ma maladie et que je devais me limiter ou si je devais voir en grand. Mais je pense que vraiment je devrais voir en grand parce que c'est pas ça qui va m'empêcher d'être épanouie plus tard, je pense. Et moi, mon but, c'est vraiment de sortir du fauteuil totalement. Après, si je dois avoir des béquilles ou une canne, je l'aurai. Mais je pense que j'ai pas envie de me limiter pour plus tard, que ce soit dans le métier ou dans mon train de vie pour ça, alors qu'aujourd'hui, dans mon adolescence, je vis très bien.
Et est-ce qu'il t'arrive de parler justement à ta maladie ou à ton corps? Je me parle pas souvent, mais des fois quand vraiment j'ai un coup de mou, je me rappelle vraiment des débuts. Parce que je me dis que je suis un peu passée par tous les états. Je suis pas quelqu'un qui va pleurer très souvent, etc. Et ça inquiète plus maman, parce que du coup, vu que je pleure vraiment jamais et que je montre vraiment jamais mes sentiments, bah, elle a l'impression que je lui cache un peu. Sauf que oui et non, parce que j'ai pas envie d'inquiéter les gens par rapport à ça. Moi, c'est vraiment ma hantise de faire de la pitié ou de faire de la peine à mon entourage. J'ai très peur de faire peur à mon entourage. Bah, la preuve en est qu'il y a un an, quand j'ai été alitée, je suis tombée vers 17-18 heures. J'avais un accident tout bête, hein, j'avais des chaussettes, un carrelage, j'ai glissé, c'est très vite arrivé. Et bah, maman a été au courant qu'à 4 heures du matin. Parce que j'avais peur de lui faire de la peine, j'avais peur qu'elle recommence le même schéma, j'avais peur de la faire souffrir, etc. Moi, je voulais vraiment que enfin, c'est horrible, je voulais que ce soit la dernière au courant parce que je voulais pas qu'elle en souffre et qu'elle aille peur, qu'elle revoie les hôpitaux, etc. Parce que quand je me casse quelque chose, souvent, bah, c'est pas hôpital, plâtre, etc. C'est pas cette routine, c'est j'ai mal, on va faire une radio, bah, je fais attention, mais je dois quand même marcher, etc. Là, c'était pas ça, là, c'était beaucoup plus grave, enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Et maman l'a su l'an dernier et elle m'en a voulu, mais c'était plus fort que moi et j'arrivais pas. Tu voulais aussi la protéger, quoi. Voilà, c'est moi, c'est elle avant moi. Et alors aujourd'hui, quels sont tes besoins? J'aurais besoin d'un peu plus de, j'ai l'impression de tranquillité au niveau des douleurs, parce qu'en ce moment, c'est vraiment que des douleurs, mais pas pour rien, mais vous savez, c'est des douleurs où tu sais pas pourquoi elles sont là et tu sais pas comment les faire partir. Donc c'est horrible parce que moi je suis pas quelqu'un qui suis accro aux médicaments, j'aime vraiment pas en prendre. Donc j'essaye d'en limiter, mais quand j'en prends pas, j'ai mal. Mais même quand j'en prends, des fois j'ai mal. Enfin, c'est vraiment des douleurs incompréhensibles. Et j'aimerais vraiment qu'un jour j'arrête d'avoir mal pour rien. Enfin, pour rien, c'est pas pour rien parce que mon corps me parle, mais j'aimerais être un peu plus tranquille au niveau de mon corps. La ville est pas, les villes sont vraiment pas adaptées, quoi. C'est autant les infrastructures que les écoles. Ils sont pas adaptés au fauteuil? Oui, Oui. oui. Parce que des fois, je me dis, moi, encore ça va que j'ai de la chance de pouvoir marcher et de pouvoir me lever de mon fauteuil, mais je me dis que ceux qui ne peuvent pas du tout se lever de leur fauteuil et qui sont tout seuls, je sais pas comment ils font. Parce que moi, combien de fois, au moins 3 fois dans la journée, je dois me lever pour porter mon fauteuil, pour, je sais pas moi, passer un trottoir, ou aller dans le bus même des fois, parce qu'il y a des chauffeurs qui veulent pas mettre les rampes, ou c'est plein de petits problèmes comme ça. Moi encore, ça va que je peux les gérer parce que je sais me lever, etc. Mais ceux qui peuvent pas se lever, je sais vraiment pas comment ils font, quoi. Et alors, comment as-tu accueilli l'idée de ta maman de créer une association qui porte ton prénom? Alors mon association, en fait, ça fait longtemps qu'on y pensait. Avant de connaître ma maladie, donc il y a 8 ans, j'ai rencontré une fille dans les hôpitaux. Donc moi j'étais là juste pour une jambe cassée, pour une radio. Et j'ai vu une fille dans la salle d'attente qui avait un fauteuil avec des licornes sur son fauteuil. Et moi j'étais une grande fan des licornes à 8 ans. Donc je suis allée la voir et elle était avec sa maman, moi j'étais avec ma maman. Et on a parlé un peu et on s'est dit que si elle avait des licornes sur son fauteuil, c'est qu'elle devait y être depuis longtemps, quoi. Et du coup, petit à petit, on parle et elle nous explique qu'elle a la maladie des os de verre. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'étais presque en me disant, purée, j'ai de la chance de venir que pour une jambe cassée, quoi. Et on part à nos rendez-vous, etc. Et un an plus tard, dans le journal, je la vois. Et en fait, elle a créé une association pour avoir une voiture adaptée. Et je la reconnais tout de suite avec maman. On la reconnaît tout de suite et il y avait un numéro. Donc on s'est dit, bah, on va la contacter pour voir si elle se souvient de nous, etc. Donc on appelle la maman. Et on lui dit qu'on se rappelle très bien d'elle, etc. Qu'on l'a vue il y a un an à l'hôpital, mais on s'est jamais dit qu'elle allait nous reconnaître. Et en fait, elle se souvenait très très bien de nous. Et en fait, on lui a annoncé que moi aussi j'avais la maladie des os de verre. Et on s'est dit qu'on avait besoin de se voir et qu'il y avait qu'à elle qu'on voulait parler en fait. Parce que maman, c'était la seule mère, entre guillemets, à avoir une fille qui avait la maladie des os de verre. Et moi, c'était la seule copine que j'avais qui avait la maladie des os de verre. C'était les meilleurs pour nous comprendre. Et de là, on a parlé, etc. Et au final, bah, ça nous a donné envie aussi de faire une association parce que c'est vrai que les recherches sont pas boostées, que rien n'est vraiment adapté et même ça serait bien, je sais pas moi, pour les familles de se changer les idées, de faire des, je sais pas, des mini voyages, des mini excursions. Puis ce serait pas que pour les enfants malades, ce serait vraiment aussi pour je sais pas moi, les accompagnatrices, les aidants, oui, les aidants.
les sœurs, les frères, les mamans, parce que c'est un moment à vivre à plusieurs, quoi. Je te remercie beaucoup, Brooke. Je vais accueillir avec joie Sophie, ta maman. Alors Sophie, Brooke nous a raconté un petit peu l'histoire de cette association, mais je voudrais avoir ton ressenti. Comment toi, tu as eu cette idée de créer l'association? Alors en fait, c'est parce que les gens viennent à nous. En fait, quand on parle de la maladie, on reçoit beaucoup d'empathie, de curiosité de la part des gens qui ne connaissent pas du tout la maladie et qui voient Brooke évoluer en étant un peu estomaqué parce qu'il y a comme un cliché sur la maladie des os de verre où physiquement ça se voit et ça peut se voir si vraiment la maladie est au stade très avancé et qu'elle a été déclarée à la naissance, ça se voit à la démarche, ça se voit à plein de choses. On nous a proposé de l'argent en fait. On nous a proposé de l'argent. On a eu une équipe de football qui nous a dit oh mais on veut aider Brooke. Un entrepreneur aussi qui nous a dit la même chose et on connaissait pas du tout le monde associatif. Donc c'est eux qui nous ont dit mais montez une association. Et si vous montez une association, on pourra vous aider par rapport à Brooke, dont la cause nous a touchés, pour organiser des événements. Et oui, comme disait Brooke aussi, pour les aidants, parfois c'est lourd, donc organiser des sorties d'activités qu'elles peuvent faire, enfin, les garçons aussi, mais comme nager avec les dauphins, comme tout ce qui fait du bien autour de l'eau, parce que dans l'eau, ils sont légers, donc ils ont moins de douleur. Elle nage plus vite et elle nage mieux qu'elle marche en fait, Brooke. Donc c'est très important l'eau. Et puis faire attention aux variations de température aussi. On habite dans le sud de la France, c'est pas pour rien parce que dès qu'il va pleuvoir, alors là en ce moment elle a des rhumatismes parce que elle sent la pluie. Elle sent la pluie arriver. Tout ce qui est froid, humide, c'est pas bon pour la santé de ses os. Donc, il faut qu'elle soit dans un climat tempéré, voire chaud. Il y a plein de choses qu'on peut faire, les massages, des activités. La balnéo. Oui, de la balnéo, plein de choses. Et ça, on n'y a pas accès avec la médecine traditionnelle. Et puis, il y a beaucoup de médecins aussi qui sont démunis. Il y a des spécialistes qui veulent pas la toucher. Il y a des kinés qui disent ah non, moi, je fais attention, je veux pas toucher la maladie des os de verre parce que ils maîtrisent pas, ils ont peur de la casser. Donc, pour pouvoir informer aussi, parce que même le monde médical est un petit peu désemparé par rapport à la maladie, parce qu'elle est rare quand même. Puis ça se ressent. Oui, ça se ressent. Ouais. Et alors toi, ton quotidien a été bouleversé à l'annonce du diagnostic. Comment tu l'as vécu? En fait, on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir. Enfin, si, on a eu le temps de réfléchir parce que l'attente du diagnostic a été abominable. Ça a été 8 mois de diagnostic très, très alarmant, comme cancer des os, myopathie, espérance de vie courte, très, très, très peu d'empathie de la part des neurochirurgiens, enfin des gens qui ont pu oser poser des diagnostics en disant mais c'est peut-être pas ça, mais c'est ça, peut-être à 95%. Donc c'était quand même très troublant pour nous. Mais on n'avait pas de diagnostic, donc c'était cette attente de courir partout, à Nice, à Monaco, à Lyon, à Paris. Et 8 mois, c'est long quand on sait pas ce dont souffre notre enfant, quoi. Puis on culpabilise, on se dit mais d'où ça vient? Ça peut venir de moi, parce que et au bout du mois, quand l'hôpital Trousseau nous reçoit et pose le diagnostic, là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place où j'ai pu me déclarer comme aidant. Et puis très vite, on a repris le cours normal de nos vies, mais c'est pas tellement posé. On s'est pas posé de questions en fait. Mais ça n'a pas été facile. Je ne sais pas pour qui ça a été le plus difficile parce que Brooke a une sœur qui a 22 ans et elle a pu développer le syndrome de la fille qui va bien. Donc c'était compliqué. Moi, il fallait que je fasse très attention aussi de ne pas surprotéger l'une ou l'autre. Je voulais jamais faire de différence, mais fatalement, Brooke, il y avait plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire que je faisais à sa place. Donc ça a pu aussi... ça n'a pas créé des tensions familiales, mais bon, il a fallu que tout le monde se mette au diapason.
Et je crois que la meilleure façon de désamorcer, c'est l'humour. Oui. C'est l'humour, c'est l'autodérision, enfin, je sais qu'on rigole beaucoup toutes les deux, quoi. Mais comment tu t'es organisée à cette période? Tu étais séparée du papa ou vous étiez... Oui, Oui. oui, oui, Donc, oui, tu on étais était maman déjà. seule en plus à gérer. Oui, 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 j'étais déjà maman solo avec mes 2 filles. Donc, je me suis mise à travailler exclusivement de la maison. Et tant mieux, parce que de toute façon, c'est impossible à gérer avec des horaires de bureau. Impossible. Elle a vraiment besoin d'avoir quelqu'un à domicile quand elle est totalement immobilisée, puisqu'elle ne peut pas aller aux toilettes, elle peut pas se lever, elle ne peut pas se faire à manger. Donc, c'est prenant. Quand il y a des fractures, les premières semaines sont prenantes. Et alors, Ouais. quels sont les soins, les outils pour accompagner les malades et les aidants? Alors, ils sont un peu démunis, hein, à part un traitement assez invasif 2 fois par an jusqu'à fin de croissance, qui est un liquide qu'on vous injecte dans le corps pour solidifier les os et puis renforcer les muscles. Une fois que la croissance est terminée, il n'y a plus rien. Et en termes d'antidouleurs, c'est des antidouleurs classiques qui peuvent créer des dépendances parce que ce sont des antidouleurs très forts. Donc on a dû se bagarrer aussi pour euh, arrêter ces traitements d'antidouleurs parce que ça détruisait son foie. Donc après, on est allé dans les médecines alternatives, mais il n'y a pas grand-chose qui te soulage quand tu as vraiment mal. Non. Non, puis j'ai même un peu. Enfin, quand j'ai mal et qu'on me propose des médicaments, je refuse immédiatement parce que j'ai même plus espoir en ce que ça me fasse quelque chose. Donc autant avoir mal sans médicaments pour moi. Parce que vraiment aujourd'hui, il n'y a rien qui me soulage énormément. Est-ce que l'alimentation a une vertu, un rôle, peut-être anti-inflammatoire? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas du tout médecin, mais je me dis, on sait aujourd'hui que certains aliments sont meilleurs que d'autres pour soulager, accompagner, détoxifier, vivifier. Toi, tu cuisines beaucoup, Sophie, en plus. Oui, oui, oui. Alors c'est même mon cheval de bataille parce que sa meilleure amie qui souffre aussi de la maladie des os de verre s'alimente mal entre guillemets parce qu'elle aime pas beaucoup de choses. Et je vois la différence. Je vois la différence avec Brooke. Brooke, je cuisine énormément. J'utilise beaucoup de fruits et légumes. Enfin, ouais. Elle mange pratiquement pas d'aliments transformés à part évidemment comme toute jeune fille de son âge, quand elle va dans des restaurants américains célèbres, etc. De temps en temps, c'est affreux. Mais bon, voilà, je peux pas lui interdire. Je peux pas lui interdire je veux qu'elle sache en fait. Je veux qu'elle sache. Je veux qu'elle prenne connaissance de ce qu'elle mange. Et oui, elle a de la chance, je pense, parce que je cuisine beaucoup. Je cuisine pratiquement matin et soir. C'est même un handicap parce que du coup, je déteste la cantine parce que la cantine, c'est vraiment horrible. Et maman fait tellement bien à manger qu'à côté, ça n'a rien à voir. Donc, moi, le midi, je mange du pain et de l'eau. Et le soir, je mange un super repas qui a cuit pendant 6 heures. Elle a une alimentation saine et je suis sûre que ça joue. Et tu as pris la décision de la mettre dans un établissement classique, d'essayer de lui offrir une vie dite normale. Pourquoi ce choix? Alors, les écoles spécialisées, c'est extraordinaire. Il en faut, hein, comme les écoles Ulysse, etc. Elles sont vraiment adaptées pour toutes sortes de handicaps. Mais il n'y a que des enfants avec des handicaps. Des handicaps lourds, des handicaps moteurs, des handicaps mentaux, etc. Je me suis dit, je vois pas pourquoi elle pourrait pas aller dans une école normale parce que ce qu'elle a perdu en mobilité, elle l'a vraiment gagné en intelligence, c'est peut-être trop fort le mot, mais elle aime en force. Elle aime apprendre, elle apprend vite, elle est bonne dans toutes les matières. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, il faut que je la pousse. Je sentais qu'il y avait un terrain fertile. Puis en plus, quand elle a l'esprit occupé dans des matières qu'elle adore, là, elle a une scolarité complètement normale. Elle est en première, elle a pris des options, elle va passer en terminale, elle est déléguée de classe. Mais bon, il a fallu se battre parce que, encore une fois, sa première école, après le fauteuil, était au premier étage. Elle mettait 20 minutes à monter les marches pour atteindre sa classe. Donc, on a fait intervenir la mairie qui a fait descendre sa classe au rez-de-chaussée. Donc, ça, on peut remercier
la mairie de notre commune pour ça. Après, il a fallu se battre encore parce que quand elle est passée au lycée, son lycée de secteur était pas adapté. Il y avait une grande pente pour atteindre le lycée qu'elle pouvait pas prendre toute seule avec son fauteuil, parce qu'encore une fois, on n'a pas voulu non plus qu'elle ait un fauteuil électrique pour qu'elle continue à se muscler. Donc, on a été obligé de demander des dérogations pour que... Et tout ça, c'est compliqué au niveau administratif, de demander une dérogation pour qu'elle aille dans un autre lycée. Donc, maintenant, on connaît le parcours aussi. On peut aider aussi le parcours du combattant que ça peut être pour les parents, d'offrir à leurs enfants une scolarité normale, parce que c'est complètement possible. Oui, alors ça, c'est fou. Par contre, en revanche, l'organisme dont on dépend, c'est la MDPH, et on doit justifier, je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, qu'elle a la maladie des os de verre, alors qu'elle va avoir la maladie des os de verre toute sa vie. Donc, chaque fois, on dit, c'est comme si on demande à une personne de petite taille si dans un an, elle sera encore une personne de petite taille. Et c'est énormément de paperasse. Donc, il y a un côté comme ça déshumanisant qui est très frustrant parce qu'il faut se replonger dans le dossier médical qui fait la taille de 4 annuaires depuis 2017. Donc ça aussi, si on pouvait alléger l'administratif autour de la maladie, c'est terrible. Après, il y a aussi de belles choses, c'est-à-dire qu'elle a eu... ça stoppe la croissance, cette maladie. Donc, elle a eu aussi la possibilité de bénéficier des hormones de croissance, qui est un traitement très, très, très cher, qui est généralement dédié aux sportifs de haut niveau, etc. Donc, il fallait vraiment monter un gros dossier, montrer patte blanche, et elle a pu en bénéficier. Mais je ne connais pas d'autres pays où on peut faire ça, par contre. Donc ça, c'est bien. Puis c'est vrai que c'est des traitements, même ce qu'elle subit là 2 fois par an, c'est des traitements qui coûtent extrêmement cher, apparemment. Et puis en plus, il faut être hospitalisé en hôpital de jour. Donc il y a tout un truc. Elle se déplace aussi en ambulance. Elle a un taxi médical pour aller en cours. Donc il y a beaucoup d'infrastructures autour d'elle qu'on ne sent pas, mais elle y a droit. Et il y a plein de parents certainement qui ne savent pas tout ça. Parce que, est-ce que les symptômes de cette maladie sont identiques pour toutes les personnes atteintes de cette maladie, ou il y a des variations en fonction de chaque individu? Non, c'est très très différent. Moi, personnellement, personnellement, je connais pas énormément de gens avec cette maladie, mais ceux que je connaisse, en tout cas, ils n'ont pas du tout les mêmes symptômes que moi. Par exemple, ma meilleure amie, quand elle se fracture quelque chose, c'est vraiment la routine, hôpital, plâtre. Oui, immobilisation. Rééducation. Et moi, c'est pas du tout ça. Moi, quand je casse quelque chose, je remarche très vite, mais j'ai pas aussi mal qu'une vraie fracture. Et elle marche beaucoup sans fauteuil. Elle va au lycée sans fauteuil parce que ses muscles sont pas touchés, entre guillemets. Elle arrive à se remuscler normalement après chaque fracture. Et elle peut se plâtrer. Or, moi, j'ai pas le droit de me plâtrer et j'ai beaucoup de mal à me remuscler derrière. Le vice avec le statut de la maladie pour Brooke, c'est que ça touche les muscles. Donc, c'est un savant dosage. Si elle bouge pas, ses muscles fondent. Si elle bouge trop, elle fracture. Donc, c'est un peu de fauteuil, un peu de balnéo, un peu de rééducation, un peu de marche. Et elle se connaît. Elle se connaît, c'est-à-dire que elle va pouvoir faire 300 mètres à pied, mais pas plus. Donc, on sait, on prend le fauteuil. De toute façon, quand on sort de la maison, on prend le fauteuil. À part si c'est pour aller à 10 minutes encore. Ouais. On prend le fauteuil encore. En plus, elle a enfin trouvé un kiné adapté parce que c'est pareil, le monde médical, ça a beaucoup bougé au niveau des chirurgiens qui l'ont opéré. Il y en a beaucoup qui sont partis de France. Donc, à chaque fois, il faut rencontrer un nouveau chirurgien. Nouvelle kiné a pu tester avec une machine la puissance de ses muscles. Et elle a une cuisse qui a absolument pas de muscles. C'est-à-dire que sur un taux de 400, je sais pas exactement. Sur une moyenne de 50 kg, on est sur une moyenne de 470 newtons. Moi, je suis à 12. Donc ça veut dire qu'elle peut à peine lever la jambe sur le côté. Et c'est ce qui donne aussi cette façon de marcher qu'on essaye de corriger, de se dandiner. Et ça, il faut travailler tous les jours, en fait. Tous les jours. Elle devrait travailler sur un tapis de yoga pour se muscler. Parce qu'en fait, les kinés, on va les voir uniquement quand on casse.
Autrement, c'est trop lourd et puis ça sert à rien. Il y a beaucoup d'autonomie à apprendre. Il faut pouvoir se soigner à la maison. Il faudrait qu'elle puisse faire sa séance de 30 minutes tous les jours. Parfois, elle ne le fait pas parce qu'elle est trop fatiguée ou elle a de grandes journées aussi avec le lycée. Mais il faudrait qu'elle le fasse tous les jours. J'ai préféré m'inscrire à la salle plutôt que d'aller chez le kiné 3 fois par semaine parce que c'est plus autonome. Puis avec mes emplois du temps du lycée, c'est impossible d'aller chez le kiné 3 fois par semaine parce que les kinés sont pas ouverts le week-end et j'ai des énormes journées, moi, avec le lycée. Et puis, comme différence aussi, par exemple, sa meilleure amie, elle a plus de 45 fractures et plus d'une dizaine d'opérations. Elles ont le même âge. Brooke, elle a 2 opérations et à peu près 25 fractures. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Brooke, elle peut pas marcher longtemps, alors que son amie, elle peut marcher longtemps. D'où la complexité pour la recherche Oui. de trouver un traitement qui soit le plus juste pour chaque personne atteinte Oui. finalement. Oui, puis ça touche les yeux, ça touche l'ouïe, ça touche les dents. Tout ça est à vérifier. Brooke a de la chance. Normalement, ça donne le blanc de l'œil un peu bleu. Et là, Brooke ne l'a pas, ça. Donc, c'est une chance, parce que déjà… Puis ça, c'était un grand signe pour les médecins avant. Donc moi, vu que je l'avais pas, on n'y pensait pas du tout à cette maladie, en fait. Pour eux, c'était vraiment inconnu, alors que… C'est le film Incassable qui a fait connaître la maladie, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des suspicions comme ça très très longtemps de parents qui battaient leurs enfants parce que le système médical, enfin le milieu médical était complètement démuni en voyant arriver les enfants avec des fractures. Ça peut être des fractures multiples. Elles peuvent, en tombant, se casser 2 jambes, une clavicule, c'est compliqué. Alors, si on revient à l'association, en quelques lignes, quel est son but et quels sont vos besoins aujourd'hui? Le but, c'est vraiment de rendre la vie plus facile aux personnes. Alors, on est touché par les enfants, mais ça peut être aussi des adultes, bien sûr, hein, qui souffrent de cette maladie qui est l'ostéogenèse imparfaite. Déjà, administrativement, si on peut les aider au niveau administratif, c'est tellement compliqué. Les fauteuils aussi, parce que bon, il y a eu des progrès, c'est-à-dire que depuis le mois de décembre 2025, le fauteuil de base est remboursé à 100% par la sécurité sociale, mais il existe quand même des fauteuils plus commodes pour cette maladie, plus légers, parce qu'il faut quand même souvent les plier, les mettre dans les voitures. Enfin, ouais. Quoi d'autre? Les cours, parce que quand elles sont alitées, elles peuvent plus aller en cours. Donc, récupérer les cours, c'est pas tout le temps très pratique. Là, Brooke bénéficie de cours de maths particuliers grâce à l'association. Quand les enfants sont en difficulté, on peut proposer des cours, ça c'est super. Et puis aussi amener de la gaieté, amener de la joie de vivre, parce que c'est compliqué à vivre au jour le jour. J'en suis persuadée pour plein de familles. Donc pouvoir organiser des sorties, des vacances, des week-ends, le contact avec les animaux est extraordinaire. Pour la première opération de Brooke, on lui a offert un chien qui est devenu la mascotte, le chien de famille qui est énorme, mais qui est son ange gardien, qui a tiré le fauteuil quand elle… Ouais. Il est vraiment incroyable parce qu'il est vraiment pas pareil avec tout le monde. Avec moi, il est super doux. Quand j'arrive pas trop à marcher, il se met à côté de moi et il avance en même temps que moi pour que je puisse m'appuyer. Contrairement à ma sœur, où ma sœur, il va lui sauter dessus, il va jouer avec très très fort. Il ressent vraiment, vraiment, vraiment la maladie, je trouve. Ouais. Ouais, d'où peut-être aussi, voilà, les dauphins. Non, mais les animaux, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque les animaux, ils ressentent tout. Puis c'est tellement un réconfort, je trouve, personnellement. Pour l'anecdote, quand elle casse, on voit plus les animaux. Le chat est sur une de ses fractures, le chien est au pied de son lit. Ils sentent, c'est indéniable. Et c'est du réconfort, parce que tu te sens moins seul, quoi. Ouais. C'est beau cette relation avec nos animaux, nos compagnons à poil. Ouais, c'est les meilleurs. Et alors, quel est le programme de 2026 pour l'association? Vous avez déjà défini Non, pas encore. Je pense qu'on va certainement en parler avec les parents de l'ami de Brooke pour peut-être organiser des dîners caritatifs ou peut-être un loto. On va voir, déjà en parler, parce que il faut qu'on en parle pour que les gens adhèrent. J'ai la chance de tenir un média
en ligne. Et de fait, j'ai créé vraiment une section pour l'association Brooke au sein du média, puisque ça fait partie de ma vie. Donc, il y a une section Brooke dans le média où régulièrement, je vais écrire sur les avancées de Brooke, sur ses soucis, ses ennuis, les progrès, tout ce que l'association peut apporter, ouvrir le dialogue, demander aux gens de ne pas hésiter à nous écrire, nous appeler s'ils sont dans la même situation que nous. Parce que du coup aussi, étant donné qu'on n'est pas allé dans les écoles adaptées, on vit loin du monde médical tant qu'on peut. On veut être proche des malades, on veut être proche des aidants, et en évitant le milieu médical le plus souvent possible, parce que de toute façon, on est obligé d'y aller. Donc le moins on y va, le mieux on se porte. Hein. Je comprends et j'entends et je constate effectivement notre système de santé est en faillite, on va dire, et à la fois j'ai beaucoup de respect pour tous les soignants, pour tous les médecins, les infirmières, les chirurgiens qui font de leur mieux avec si peu finalement. Et effectivement, il y aurait tout à revoir pour leur apporter beaucoup plus de confort pour ce qu'ils ont à faire, parce que la plupart travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Vraiment, à ça, il y a de plus en plus de violence aussi à leur égard. Et c'est vrai que je les trouve extrêmement courageux de continuer à œuvrer. Et comme tu le disais, il y en a beaucoup du coup qui partent à l'étranger parce que ça devient insoutenable pour eux, quoi, à tous les niveaux. Ouais. Oui, il y a une fuite hein, des très grands spécialistes en tout cas, puisque ça peut pas être n'importe quel chirurgien orthopédiste qui opère quelqu'un avec la maladie des os de verre, parce que quand on ouvre, c'est tout mou, hein, donc on peut pas jouer au Lego avec des vis et des broches. Il faut faire très attention. C'est pas la même façon de procéder. Mais oui, évidemment, bien sûr que nous, on est bien reçus à chaque fois à l'hôpital de jour depuis. T'es connue, hein. Elle est connue, donc c'est agréable aussi d'être reconnue à l'hôpital de jour. Et puis parfois, elles sont deux, donc Brooke va essayer d'apaiser le stress aussi de la petite qui est à côté, parce que parfois elle vient pour la première fois, c'est compliqué, on voit beaucoup de détresse aussi, comme elle est en hôpital de jour à Lamballe à Nice, c'est l'hôpital des enfants, donc elle est très souvent avec des enfants plus petits, et on voit le dévouement des infirmières et la détresse des parents, et encore une fois, on avait un super système de santé, vraiment, on avait un super système de santé, je pense, qui n'a pas évolué ou qui s'est dégradé au fil des années, mais déjà, on manque d'informations. Je pense que si je passais dans les hôpitaux, dans les écoles pour en parler déjà, pour dédiaboliser la maladie, parce qu'il y a des infirmières qui ont peur de la toucher, par exemple. Et c'est légitime. Oui. C'est légitime parce qu'elles peuvent mal faire les choses. Ça a été fait. En plus, il y a eu aussi des couacs. Parce que il y a eu des ratés, bien sûr, il y a eu des ratés. Donc, on a tous appris ensemble. Ouais, mais on se sent plus légitime et autonome par rapport à cette maladie, même si je me sens bien impuissante, puisque là, on atteint la fin des traitements. Donc, à part partir en Amazonie avec un sac à dos pour aller trouver un remède miracle, je pense qu'il faut financer la recherche, il faut en parler. Et alors, comment on peut vous aider aujourd'hui ? En adhérant, en nous donnant des dons à l'asso, bien sûr. En fait, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Et en faisant découvrir cette association au plus grand nombre, ce qu'on essaye de faire. Enfin, c'est notre projet 2026, parce qu'elle est toute récente, hein, l'association. Donc, on ne s'est pas encore vraiment occupé de la communication là tout autour, mais on a préparé le terrain. Comme on est assez présent sur les réseaux avec le média, on a déjà répertorié pas mal d'informations sur la maladie, etc. Donc on va rassembler tout ça et écrire fréquemment sur cette maladie. Et si tu avais un message à transmettre, Sophie, aux personnes qui traversent cette maladie? C'est très déstabilisant, mais on peut vivre avec. On peut vivre avec toute la vie.
il faut une force mentale, il faut être bien entouré. Après, on parle pas de maladie à la maison. Ouais, moi j'ai vraiment, j'ai du mal avec tout ce qui est pitié, avec tout ce qui est, parce que j'ai l'impression que ça me remet juste dans le bain. Moi, je me suis jamais vraiment sentie malade, mais je me sentais vraiment trop proche des hôpitaux et tout quand j'étais plus petite. Et plus je m'en éloigne, et mieux je me porte. C'est en aucun cas une honte par rapport à la maladie, en aucun cas. C'est juste si je me rappelle tous les jours que je suis malade et que c'est compliqué, que je vais devoir vivre avec, ben, je vais couler. Donc moi, tous les jours, je me lève comme si j'avais mal à une jambe et que je vais faire en sorte que demain ça ira mieux et que demain je serai plus musclée qu'hier. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. On parle pas de maladie, que faut vite se trouver avant 18 ans parce qu'après 18 ans ça va être l'horreur. Pas du tout. On n'est pas du tout. Et puis, il faut pas avoir peur, il faut faire confiance parce que la première fois où je l'ai autorisée à partir toute seule en fauteuil au cinéma avec des amis, c'était terrible, terrible, terrible. J'ai pas respiré pendant 4 heures. Je comprends. Voilà, il faut faire confiance. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, elle est très, très autonome, voire trop. Elle prend de la vitesse parfois avec le fauteuil. Elle va trop vite avec ses écouteurs. Enfin, voilà. Elle vit sa vie normale, mais quand même en fauteuil et fragile. Faut pas être dans le déni, quoi. Si je tombe, je me fais mal. Donc faut vraiment faire attention sans cesse. C'est compliqué. Et pour conclure, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? La douleur. C'est un mal silencieux qui lui pourrit la vie, je le sais. La douleur, c'est terrible. Mais tout comme les migraineux qu'on n'a toujours pas traités. Enfin, je veux dire, on ne traite pas les migraineux, alors que c'est très, très handicapant d'avoir la migraine. J'ai une amie qui, lorsqu'elle a des migraines, elle est obligée de rester couchée 3 jours, 3 nuits, à se faire vomir tellement c'est douloureux. Et je trouve qu'on ne s'attarde pas assez sur la douleur. Il y a des centres antidouleurs, non? J'ai fait de l'acupuncture, j'ai été addict à des médicaments, franchement, Après, on essaye tout. On essaye tout. On est super ouvert d'esprit. On essaye le magnétisme, l'énergétique, les plantes, on essaye tout, et puis on verra bien. De toute façon, il n'y a pas d'effet secondaire pour tout ce genre de médecine alternative, donc on cherche. Il y a des choses qui marchent, mais c'est jamais miraculeux, quoi. Il y a plus de chances que je me réveille le matin avec une douleur quelque part que rien du tout. Sortir du fauteuil définitivement. Ouais. Là, elle peut pas marcher plus d'un quart d'heure. Donc, ce serait bien qu'elle puisse marcher au moins 1 heure là. Par contre, en fait, ce qui est bien, c'est l'été, parce que l'été, je peux nager illimité. Vraiment, je peux nager pendant des heures sans m'arrêter. Mais marcher, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans l'eau, je sens pas mon poids, donc tout va mieux. Mais dès que je sors de l'eau, je ressens tout de suite. C'est un poisson. Ouais. Donc, je pense que nous, on a cette chance aussi d'habiter à côté de la mer, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire pour cette maladie. Donc, si on pouvait organiser des vacances, des soins thérapeutiques, on pourrait même en inventer, je pense. Maintenant, on a de l'imagination depuis le temps. Tu sais ce qui te fait du bien. Oui. Ah bah c'est sûr qu'entre-temps, on commence à se connaître par cœur. Hein. Puis maman, elle sait très bien quand j'ai mal, quand j'ai pas mal, quand ça va pas. Même si je lui dis pas parce que j'ai pas envie d'inquiéter et tout ça. Mais on peut faire un appel à des spas, des balnéos pour organiser une après-midi ou une matinée avec des personnes qui en auraient bien besoin et qui pourraient prendre contact avec vous, par exemple. Alors, ce serait super, mais même les balnéothérapies donc, qui sont chapeautées par des professionnels de santé, comme des kinés, etc., n'acceptent pas tous que Brooke fasse de la balnéo parce que ils sont pas équipés pour, ils ont peur, ils peuvent pas la surveiller. Enfin, on nous a refusé des balnéos pour Brooke parce que le kiné a dit non, on prend pas la responsabilité. Je sais pas s'ils ont le droit ou pas de le faire, mais bon, de toute façon, on n'aurait pas forcé. Bon, alors c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Si, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est chaud,
tout ce qui est chaud et eau, c'est génial. Je vous remercie infiniment de votre confiance, les filles. Je vous Mais souhaite merci de tout beaucoup. cœur que votre appel au don soit entendu et Merci que vous beaucoup. Merci puissiez beaucoup. œuvrer pour aider Oui. le plus grand nombre. Oui, Ouais, ça serait génial. ce serait super. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale Podcaston 2026. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à découvrir d'autres associations sur le site du Podcaston. Je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements, de vos likes, de vos partages. Retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. D'ici là, écoutez votre cœur et rayonnez l'amour. À très bientôt. Merci.